Ils font bouger les services publics. Je vous les présente tout de suite. Justine Ba, fondatrice de Roomba, une plateforme de mise en relation pour la location de lieux publics. Roomba, on a déjà reçu Roomba en plateau et Justine, puisque la start-up est lauréate du programme French Tech Tremplin 2021, l'initiative développée par l'État pour favoriser la diversité dans l'écosystème French Tech. Également, un autre jeune citoyen qui veut faire bouger les services publics, Thibaut Refait, officier des sapeurs-pompiers, fondateur d'Atraxis, une association qui vise à créer et développer les secours de demain. Et puis en visio, avec nous, Alexandre Zapolski, cofondateur et président de l'Inagora, l'éditeur de logiciels libres français. On va démarrer ensemble, Justine. Donc on en parlait juste à l'instant avec Marouane Elfitez. Vous êtes sous le statut encore étudiante entrepreneur ? Exactement. Et un jour, donc, vous décidez de créer une plateforme de mise en relation entre les usagers et les salles municipales. Qu'est-ce qui vous a motivé dans ce projet de bouger le service public ? Alors moi, à titre personnel, j'avais déjà rencontré des difficultés pour louer une salle. Et en fait, je trouvais que c'était vraiment dommage d'avoir tous ces espaces qui étaient inoccupés et qui étaient surtout mal gérés. Et puis, parce que j'aime profondément le patrimoine, je me suis dit, je vais me lancer et puis je vais un peu révolutionner tout ça. Et vous avez essayé de le faire de l'intérieur d'abord, peut-être d'aller voir les municipalités ? Tout à fait. On est encore en train de le faire parce qu'on co-construit le service, donc ça bouge tout le temps et on construit vraiment ça avec les agents et puis les maires. Mais c'est pas une mince affaire, c'est compliqué. On voit qu'on n'a pas du tout la même culture et puis du coup, il faut trouver un juste milieu entre l'innovation, la tech et puis déjà la culture des administrations. Et là, depuis lundi, vous êtes 7 dans votre start-up. Oui, c'est énorme. Totalement. Donc on recrute parce qu'on est en train d'accélérer de façon incroyable, donc je suis ravie. Et puis, on a encore d'autres personnes qui arrivent la semaine prochaine. Donc vous dites c'est compliqué, mais ça veut dire quand même qu'il y a des projets aujourd'hui qui aboutissent avec les mairies. Oui, on y arrive. On y arrive, mais c'est vraiment compliqué. On va voir ça. Thibaut Refait, je disais, Atraxis, c'est une association qui a été créée à l'initiative des sapeurs-pompiers. Vous, votre objectif, c'est de transformer les services de secours. Qu'est-ce qu'on doit changer ? Qu'est-ce qu'on doit transformer ? Alors, l'association porte 3 sujets de transformation. Le premier, la diversité des profils, essayer d'attirer dans les services de secours des profils plus variés, que ce soit des hommes, des femmes, avec des compétences, des expériences, des capacités cognitives un peu plus variées, pour permettre une transformation globale des services de secours. Le deuxième sujet qu'on porte, c'est la transformation en favorisant l'innovation et l'intelligence collective, parce qu'on est convaincu qu'aujourd'hui, pour transformer un service, notamment un service de secours, c'est indispensable de pouvoir permettre à des profils variés. Et pourquoi vous sentez qu'il a besoin d'être transformé ou besoin d'innovation ? On s'est rendu compte avec la révolution numérique qu'aujourd'hui, le citoyen était en capacité d'avoir une qualité de service, d'avoir des capacités tech dans sa poche et en comparant avec ce qui se faisait dans le secours, on s'est dit c'est quand même dommage qu'on n'ait pas le même niveau ou la même qualité de service lorsqu'on appelle les pompiers que lorsqu'on commande avec Uber. C'est parti un petit peu de ce constat-là et on s'est dit comment on va réussir à permettre aux nouvelles technologies, à des technologies de pointe, de rendre service aux missions des services de secours, c'est-à-dire permettre aux intervenants d'intervenir dans les meilleures conditions, très rapidement, d'optimiser la prise en charge des victimes pour permettre de sauver plus de vies dans le quotidien de nos actions. Et on pense que les acteurs tech peuvent nous aider à transformer notre métier. Donc vous êtes de l'intérieur, parce que vous êtes sapeur-pompier, et donc là vous allez chercher de l'intelligence collective dans le secteur tech, c'est ça ? Tout à fait, ouais. On essaie de mettre en relation les acteurs du secours qui ont des idées concrètes de terrain, parce qu'ils vivent les interventions au quotidien, et essayer de les mettre en relation avec des acteurs technologiques qui portent des technologies de pointe, et qui, pour certains, connaissent mal notre secteur d'activité. Et du coup, nous, l'idée, c'est d'essayer de faire une sorte de matchmaking entre une idée concrète de terrain et une technologie, et on est convaincu qu'en mettant les deux, on va réussir à sauver plus de vies. Alors ça paraît très utopiste, mais en tout cas, on est convaincu du potentiel. Super. On va donner la parole à Alexandre Zapolski, cofondateur, président de l'Inagora. Je l'ai dit. Bonjour Alexandre. Oui, bonjour Madame Sabatier. Alors je suis très contente de vous avoir en visio. Je voulais vous demander comment vous alliez depuis l'épisode Covid-19 qu'on a suivi sur les réseaux sociaux. Vous étiez entre la vie et la mort quand même à l'automne. Oui, c'est ça, à la fin du mois de novembre. Ça va bien mieux, voilà, je récupère. Il y a eu une phase un peu d'euphorie après l'hospitalisation, content d'avoir survécu à ça. J'ai d'ailleurs du coup beaucoup communiqué.
pour être honnête, c'est retombé ensuite parce que naturellement, après autant d'euphorie, ça a été un petit peu difficile. Mais voilà, je fais énormément de sport et puis mes équipes à l'Inagora ont été fantastiques. Et du coup, moi, j'ai aussi pris plein de décisions concernant la société. Donc, notamment, on transforme l'Inagora en entreprise à mission. Et ce que disait l'officier de sapeur-pompier, j'ai déjà envie de vous dire que je suis prêt à vous aider. Et donc, moi, je serais ravi, au-delà de ce plateau-là, reprendre contact avec vous et de savoir comment on peut aider les sapeurs-pompiers à mieux faire leur métier et à sauver des vies. Je trouve que votre projet est formidable. Avec grand plaisir. C'est super, des choses qui se passent comme ça en direct sur Smartech. Et ça vous a donné une expérience d'ailleurs des services de secours, cet épisode de Covid-19. Donc j'imagine que ça vous donne aussi des idées sur des choses à transformer. On va parler de l'Inagora. Pardon ? Vous avez tout à fait raison. Du coup, j'ai proposé à l'hôpital américain qui m'a soigné de les aider. Et je suis ravi en fait de les accompagner dans leur transformation numérique. Alors l'Inagora, c'est une entreprise de 22 ans, c'est ça ? Et très rapidement, vous avez réussi à convaincre Bercy, l'Assemblée nationale, de migrer d'un Windows assez classique vers du Linux. Comment ça s'est passé ? Pourquoi avoir décidé déjà d'adresser les services publics ? Alors, moi aussi, quand j'ai commencé, c'était il y a 20 ans et j'étais aussi étudiant, entrepreneur. Bon, à l'époque, comment dire, il n'y avait pas tant de projecteurs sur cette catégorie-là. On n'était que quelques-uns. C'était c'était en 99. Et je me suis dit très rapidement que le plus difficile, ça serait de travailler avec les services de l'État. J'avais en fait, parce que tout le monde me disait, oh là là, les appels d'offres, ça va être très compliqué, etc. Et donc je m'étais dit, mais si on est capable de travailler avec l'État, on sera ensuite capable de travailler avec n'importe quel type d'acteur. Et j'ai été très content de ce choix-là parce que on a découvert en fait une sphère qui sont les agents de l'État, les fonctionnaires, qui sont en fait des gens extrêmement investis dans leur mission. Et il se trouve que dans le domaine du numérique, il se passe plein de choses au niveau de l'État. Alors, il y a 20 ans de ça, c'était bien moins avancé qu'aujourd'hui, mais ça fait une carrière, ça fait 20 ans en fait de projets fantastiques qu'on mène avec l'État. Et je suis ravi, typiquement, dans le cadre de l'épisode Covid, on a travaillé avec l'assurance maladie pour leur mettre en place un système de visioconférence. Vous savez qu'on utilise tous soit du Skype typiquement, soit du Zoom ou d'autres cochonneries de ce type-là. Et nous, on a mis en place pour l'assurance maladie, pour ces 80 000 agents, un système de visioconférence basé sur un logiciel libre qui s'appelle Jitsi, qui a d'ailleurs été inventé en France il y a plus d'une dizaine d'années à l'Université de Strasbourg, qui est un logiciel fantastique de visioconférence. Je rêve de vous convaincre, Madame Sabatier, de l'utiliser pour Bismart et de faire des visioconférences sur des outils qui respectent la vie privée des utilisateurs, qui sont sécurisés. C'est un sujet important en plus en ce moment, on le voit bien avec toutes les cyberattaques. Et donc le logiciel libre, il permet en fait aujourd'hui d'accélérer la transformation numérique de l'État, mais en plus de le faire sur un modèle peut-être plus éthique qu'en utilisant des logiciels traditionnels. En tout cas, reprendre la main et aussi retrouver une certaine souveraineté dans nos usages numériques. Vous savez, vous prêchez une convaincue, on a une chronique Le Monde du Libre dans Smartech régulièrement. Justine, je voulais poser la question quand même de l'équipement numérique, parce que si on veut digitaliser, numériser ces services publics, il faut aussi qu'ils aient les équipements nécessaires. Comment ça se passe concrètement sur le terrain, chez les collectivités ? Alors c'est un gros problème et nous c'est un challenge qu'on essaie de relever avec Roomba. De toute façon, l'entreprise s'est créée parce qu'on a eu ce constat-là. Une mairie sur deux a un site internet en France. Moi, c'est un chiffre qui m'a choquée. Une sur deux seulement ? Exactement. C'est même un peu moins de ça. C'est 36 000 communes et 16 000 seulement qui ont un site internet. Donc, c'est incroyable. Et en fait, on se rend compte que nous, sur le terrain, quand on va échanger avec des maires, on leur demande comment vous faites pour louer votre salle ? Les gens appellent, on a un papier, un stylo, on note la réservation. Dans le meilleur des cas, ils ont un Excel pour gérer les plannings. Et puis après, on s'est rendu compte que parfois, ils ne savent même pas s'ils ont été payés. Donc, une personne réserve une salle, il fait son mariage ou autre. Et puis en fait, la mairie ne sait même pas si elle a encaissé le paiement. Et moi, je trouve que c'est des choses qui sont incroyables. Et dans le secteur privé, ça passerait jamais. On a besoin de savoir son chiffre d'affaires, etc. Et en fait, c'est une culture qui est totalement différente.
Et du coup, le plan relance s'attaque justement à cette question de l'outillage des collectivités et va permettre aux collectivités d'être accompagnées, justement de pouvoir avoir des logiciels pour les visioconférences, etc. Donc c'est un sujet qui commence un peu à... Mais ça veut dire aussi augmenter les moyens. Exactement, c'est ça aussi le problème. Et puis en plus, on a des initiatives qui sont un petit peu dispersées. Chaque commune gère comme elle veut ses équipements. Et en fait, on n'a pas d'uniformisation des outils. Donc c'est encore un gros problème parce que du coup... Et donc vous pouvez les aider là-dessus, à trouver les arguments pour convaincre leur direction de dégager quelques budgets? Exactement, nous c'est un grand sujet. Nous, moi j'ai construit le produit de façon à ce qu'il soit gratuit pour les collectivités parce qu'on a ce problème de fracture numérique aussi. Certaines petites communes n'ont pas les moyens, alors que d'autres ont des équipes techniques, des budgets. Et donc, je pense que ça passe aussi par là, équiper de la même façon toutes les communes, et puis permettre que ce soit une petite commune ou une grande commune, qu'elles aient les mêmes accès, que ce soit au niveau du réseau, au niveau du matériel, mais même au niveau des outils. Alors, qui va payer alors? C'est une bonne question. Moi, c'est vrai que on est une entreprise privée et nous, on apporte un service. Comme je le disais, j'ai construit le service pour qu'il soit gratuit. Donc, peu importe la taille de la commune, ils pourront se le permettre. Après, en effet, les logiciels, ça coûte cher, etc. Et est-ce que les communes sont prêtes à mettre ce budget-là? C'est une question. Mais en tout cas, elles n'auront pas le choix. Au vu de la période, tout le monde s'est rendu compte que le numérique, c'était important. Moi, je voulais aussi vous interroger, Thibault, sur votre vision des services de secours de demain. Est-ce que vous en avez déjà, d'ailleurs, une idée précise? Alors, on a pas mal d'idées assez précises sur les secours de demain, notamment sur, comme je l'évoquais tout à l'heure, leur capacité à tirer profit de toutes les dernières avancées technologiques pour les mettre à profit des équipes sur le terrain. Et ça donnerait quoi concrètement? Quelques idées? Il y a des idées qui, depuis quelques temps, sont devenues très concrètes. Je peux vous prendre l'exemple d'aujourd'hui où il est possible pour un citoyen d'être appelé sur son téléphone via un push ou une alerte pour être déclenché et aller intervenir sur une personne qui fait un arrêt cardiaque dans la rue. Parce que bien souvent, les sapeurs-pompiers, même s'ils arrivent très vite, c'est les premiers gestes qui permettent de sauver des vies. Et aujourd'hui, il y a des applications qui permettent de s'enregistrer en tant que secouriste pour arriver avant les services de secours et permettre une prise en charge très rapide qui bien souvent permet de sauver la victime. Il y a ce sujet très précis. Il y a des sujets un petit peu plus ambitieux sur la prédictivité et le comportement d'un territoire en prenant en compte des données disponibles, la météo, ça peut être la densité du territoire, ça peut être des températures, ça peut être du taux de pollen dans l'air qui va venir permettre une prise de décision aux équipes de secours pour construire une nouvelle caserne, pour optimiser le prépositionnement d'engins dans des situations un petit peu particulières. Il y a énormément d'initiatives qui ont été créées ces derniers mois, ces dernières années. Il y a beaucoup de données disponibles finalement, parce que l'État a engagé l'open data. Donc la question après, c'est de pouvoir les utiliser. Exactement, et de les mettre à profit au service de la mission de secours. Et il y a différents projets qui ont lieu actuellement sur ces sujets de la prédictivité des territoires. En Essonne, avec les entrepreneurs d'intérêt général, il y avait une première initiative pour justement tirer profit de la donnée disponible et la mettre en relation avec la donnée des services de secours pour optimiser la réponse. Il y a également un projet dans le Doubs qui est porté par les sapeurs-pompiers du Doubs sur cette thématique, et on sent que de plus en plus de projets naissent sur les territoires. Et nous, notre ambition, c'est d'essayer de coordonner et de créer du lien entre toutes ces initiatives pour qu'elles ne restent pas locales et permettent des effets leviers importants pour que la bonne idée qui sort d'un terrain départemental, parce que les sapeurs-pompiers sont organisés au niveau départemental. Ce sont des agents territoriaux? C'est ça, tout à fait. Pour que l'idée du SDIS 33 de la Gironde ou du SDIS 79 des Deux-Sèvres puisse, si elle est bonne, être accélérée par des gros porteurs de technologie et puisse être intégrée et déployée sur l'ensemble du territoire. Parce que lorsqu'il s'agit de sauver des vies, nous on pense qu'il n'y a pas de temps à perdre pour la dissémination de la belle innovation. Alexandre, je voulais aussi vous faire réagir avec vos années d'expérience de travail sur les grandes institutions publiques. Est-ce que vous avez le sentiment que ce numérique il peut aussi aider à formuler d'autres propositions, en tout cas donner de nouvelles perspectives de politique publique ?
Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une très forte volonté aujourd'hui de la part de la ministre Amélie de Montchalin. J'ai eu la chance de m'entretenir avec elle, avec un groupe d'experts numériques en début de semaine, de faire du numérique un levier puissant de transformation de l'État. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas uniquement de faire du numérique pour du numérique, mais c'est utiliser le numérique pour rendre l'État plus performant. Et je crois que c'est un peu dans l'exemple que montrait là Monsieur Refait, là, l'officier des sapeurs-pompiers. On peut utiliser le numérique pour rendre les services publics plus performants, plus proches en fait des besoins des utilisateurs. Là, en l'occurrence, c'est un besoin ultime, sauver des vies. Mais typiquement, on peut le voir au niveau des grands ministères. Nous, on travaille beaucoup avec la Direction générale des finances publiques, par exemple. La façon dont ils ont rapproché ce qu'on appelle les impôts des utilisateurs, je trouve que c'est tout à fait remarquable. On en est tous quelque part clients. Il suffit d'aller sur impôts.gouv.fr et se connecter à son compte et de voir en fait les interactions qui sont possibles, l'ensemble des informations qui nous sont proposées. Il y a une vraie modernité. Le compte Amélie, que tous les Français connaissent, proposé par l'assurance maladie, c'est la même chose. Et on a vu que d'ailleurs en période de crise, à quel point ces administrations ont pu être réactives. Là encore une fois, je crois que l'assurance maladie a montré à quel point ils avaient été proches des préoccupations des Français dans leur ensemble. C'est eux qui ont créé beaucoup en fait des applications qu'on a utilisées, par exemple pour le chômage partiel. Alors c'est pas directement l'assurance maladie, mais c'est une autre administration à côté. Bon, et donc on a vu à quel point en fait le numérique pouvait en fait transformer les usages, les rapprocher en fait des utilisateurs. Je voulais aussi rebondir sur un point qui a été évoqué à l'instant par Monsieur Refait, c'est l'importance du logiciel libre et de l'open source dans les opérations typiquement un SDIS invente, un SDIS c'est donc les services départementaux des sapeurs-pompiers, invente une solution qui peut changer la vie, qui peut avoir un impact pour l'homme ou la société. L'idée, c'est de pouvoir en fait étendre cette innovation à l'ensemble des autres 10. Et là, le modèle open source est un modèle absolument essentiel. Et moi, je suis absolument convaincu que l'État, les administrations, les collectivités doivent de plus en plus utiliser de l'open source. Ils l'utilisent déjà assez largement, mais ils peuvent l'utiliser encore davantage, en particulier sur les applications métiers, sur le cœur de métier en fait de l'État ou des services déconcentrés ou des services territoriaux, comme par exemple les services en fait des pompiers. A contrario, je suis convaincu qu'il faut que l'État se serve des solutions qui existent sur étagère, qui sont proposées par un certain nombre aujourd'hui d'entreprises françaises, et il ne faut pas nécessairement réinventer la roue. Alors par exemple, moi je me bats beaucoup pour que dans le domaine des outils de messagerie et du travail collaboratif, l'État n'essaie pas de réinventer ce qui existe déjà. Nous, ça fait des années qu'on développe en fait une suite collaborative. Ça s'appelle Twake. C'est l'équivalent de Teams. Et donc, ça me paraît à peu près inconcevable que l'État essaie avec quelques agents de faire la même chose que ce que nous, on peut faire avec une communauté de développeurs, avec près d'une centaine de développeurs en matière de R&D. Et donc, il faut inventer une sorte de nouveau partenariat public-privé entre l'État et les entreprises privées, entre les startups, les PME et les ETI innovantes. On peut co-construire avec l'État le cœur de système d'information de l'État, parce que de toute façon, il n'y a qu'un État qui a un besoin de système d'impôt, d'un système de contrôle ou d'un système... Actuellement, il se passe des choses formidables au niveau du ministère des Finances. Ils sont en train d'utiliser énormément les big data. Alors, ça ne va pas forcément plaire aux citoyens, mais d'un point de vue technologique, c'est extrêmement intéressant d'utiliser l'intelligence artificielle à partir de cartes IGN qui sont par ailleurs, qui ont été rendues publiques, de pouvoir en fait, avec cette IA, détecter où sont construites les piscines. Donc vous n'avez plus besoin en fait d'envoyer des hélicoptères pour voir où sont les nouvelles constructions de piscines. Vous utilisez simplement des fonds cartographiques et l'IA va aller repérer. Alors d'ailleurs au début, l'IA avait du mal à repérer, ou en tout cas l'IA repérait beaucoup de piscines le long en fait ils se sont aperçus que c'était le long des autoroutes, parce qu'en réalité l'intelligence artificielle percevait le haut des camions, là, des 33 tonnes, comme étant autant de piscines. Et donc, bon, mais tout ça est en train de s'affiner, ça c'est pour l'anecdote.
voit bien effectivement que ça accélère encore plus vite quand il y a un moteur financier. Là, vous parlez typiquement des impôts. Donc là, ça accélère vite. C'est plus compliqué, je pense, quand on adresse les services aux usagers d'une municipalité. Est-ce qu'il y a d'autres freins que le frein budgétaire que vous rencontrez, vous ? Je pense qu'on va tous être d'accord sur la culture. Je pense que malheureusement, au-delà du frein budgétaire, c'est qu'on a aussi des agents. Alors, il y a deux types. Il y a les agents qui sont très motivés, qui ont envie de créer des choses, mais on ne leur donne pas les moyens, ou du moins on n'est pas dans cette culture participative. Après, moi, je trouve que c'est génial. On a Beta.gouv qui a été créé pour valoriser ces initiatives et donc créer des intrapreneurs. Et on a France Connect, du coup, qui a été créé, qui est génial, qui permet de se connecter à un seul identifiant pour se connecter à tous les services publics. Et ça cartonne, donc c'est des super initiatives. Mais elles sont encore trop peu, à mon sens. Et puis, on est encore centralisé un peu sur Paris. C'est vrai qu'il y a les territoires aussi dont on doit s'occuper, parce qu'il y a aussi des initiatives dans les territoires et c'est plus compliqué de les faire remonter. Et vous, comme vous arrivez de l'extérieur avec votre propre culture, votre envie de bouger les choses et la culture de l'innovation, on vous écoute plus facilement que si vous étiez de l'intérieur ? Oui et non. Alors, oui, dans le sens où on est reconnu comme expert sur ce domaine-là. Donc, en effet, on a des entrées... on nous ouvre les portes en tant qu'expert extérieur, on va dire. Mais je vous dirais à la fois non, parce que justement, on est du privé et que le privé peut aussi faire peur. Nous, on a beaucoup d'agents avec qui on travaille sur le terrain qui ont peur, à cause de notre technologie, de perdre leur emploi. On nous a même dit, oui, mais qu'est-ce que je ferais de mes journées si je m'occupe plus de l'allocation de la salle ? Sauf que nous, on travaille avec des maires qui, à contrario, nous disent... Moi, j'ai pas assez de ressources dans ma mairie et j'aimerais automatiser les process pour que des agents, typiquement dans une mairie, j'avais un maire au téléphone la semaine dernière, il me disait « J'aimerais que mon agent qui s'occupe des salles n'ait plus à le faire, que déjà les usagers puissent voir les disponibilités et que cet agent puisse être alloué sur la vaccination et sur les centres pour le Covid ». Et en fait, actuellement, c'est compliqué parce qu'ils doivent partager les plannings, etc. Et oui, donc c'est vraiment tout un travail de transformation aussi des organisations. Oui, il faut mettre en place un management de l'innovation. Je vais vous arrêter là, puisqu'on est au bout de ce talk. Merci beaucoup à Alexandre Zapolski pour son expérience à la tête de l'Inagora, à Justine Bas, fondatrice de Roomba, qui veut bouger ses municipalités, et Thibaut Refait, qui souhaite réinventer les services de secours avec Atraxis. Alors, juste après la pause, on va assister à une démonstration assez surprenante. Je ne vous en dis pas plus, mais c'est autour d'un smartphone.